Comment est-il possible que des êtres humains qui, je pense, n'ont pas de cœur, prennent plaisir à torturer d'autres personnes, donc leur faire du mal, les empoisonner, les regarder agoniser, voire les lâcher dans la nature et les suivre pour les persécuter comme des animaux? Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Et oui, aujourd'hui nous allons voir des tueurs qui me foutent littéralement la trouille par leur méchanceté, leur perversité. Et comme je l'ai dit, ils n'ont pas de cœur. Vous allez voir, ce sont de véritables monstres. Allez, c'est parti! Anna Cornelius, une jeune fille de 20 ans, habite en Afrique du Sud. Bon, déjà, qu'est-ce que dit Wikipédia à propos de l'Afrique du Sud? Les violences sont fréquentes en Afrique du Sud et révèlent un problème de racisme très profond. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud connaît de fortes inégalités sociales et un taux de chômage élevé, 29%. Les populations émigrées deviennent des boucs émissaires. Donc, voici un petit résumé de ce que dit Wikipédia sur l'Afrique du Sud et on comprend tout de suite qu'avec un taux de chômage à 29%, il doit y avoir beaucoup d'agressions et de vols dans ce pays. Donc, comme je vous le disais, Anna habite donc dans ce pays où il y a un taux de violence très élevé. Toutefois, Anna Cornelius est la fille d'un magistrat local, M. William Cornelius, et de son épouse avocate. Ils veillent donc tous les deux à sa sécurité et ils se disent très heureux dans leur vie de famille là-bas. Anna est décrite comme une étudiante brillante, elle est dans sa 2e année. Cette jeune femme donc de 21 ans est étudiante à l'université de Stellenbosch et elle a un très bon ami qui lui aussi étudie dans cette même université, Cheslin Marsh, 22 ans. Anna est une jeune femme très sociable et elle adore sortir avec ses amis en soirée ou dans les bars. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une DPAE et là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'histoire va vraiment être horrible. Le 16 mai 2017, Anna était en soirée avec son camarade Cheslin Marsh. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme... Pourquoi j'arrive pas à le dire? C'est un truc de fou. A few moments later. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme Anna sait que les rues peuvent être peu sûres dans sa petite ville, elle demande à Cheslin s'il veut qu'elle le raccompagne. Lui, il avait prévu son skateboard, mais finalement, il finit par accepter. Elle le raccompagne donc chez lui peu après minuit. Son ami dira qu'ils étaient sortis prendre quelques verres et aller danser et il a déclaré qu'il allait utiliser son skateboard pour rentrer chez lui. Mais Anna a insisté pour le conduire au cas où il se ferait agresser. La jeune femme de 21 ans a garé sa Volkswagen Golf bleue. C'est un cadeau de sa grand-mère, sa petite Mamita. Donc la jeune femme gare sa Golf bleue devant l'appartement de son ami Marsh. Donc elle se gare devant l'appartement de Chesley, mais alors qu'ils se disaient au revoir tout joyeux de leur soirée, un groupe de 4 hommes les ont attaqués, ouvrant les 2 portes et entrant dans le véhicule. Cheslin Marsh a déclaré que lorsqu'ils se sont arrêtés, ce gang de 4 hommes a bondi en menaçant de poignarder Anna à mort avec un tournevis et avec même un couteau dans son dos. Chesley était effrayé. Il a raconté au tribunal comment il avait été enfermé dans le coffre de la voiture d'Anna et donc gardé à l'intérieur. La Golf bleue d'Anna Cornelius a été vue en train de sortir de l'immeuble de Chesley vers 3h40 du matin et la voiture apparaît ensuite sur une autre caméra de vidéosurveillance dans une station-service 1 heure plus tard. Il a décrit comment ils ont été conduits dans une banlieue du Cap appelée Kraaifontein et il a été tiré du coffre de la voiture. Il a été attaqué, volé et les hommes ont tenté de le tuer.
Il se souvient que les hommes se tenaient au-dessus de lui, avec des briques dans leurs mains et qu'ils ont frappé. Il a perdu connaissance et s'est réveillé dans une douleur atroce. Il a titubé jusqu'à une maison voisine, il était couvert de sang, il a sonné et a donné l'alerte. Malheureusement, il ne savait pas que le corps de son amie Anna avait déjà été retrouvé. En effet, pendant toutes ces heures, Anna avait été gardée dans le véhicule par ses carjackers. Des images de vidéosurveillance prises dans une station-service vers 4h40 sans montrer l'étudiante sur le siège passager avant de la voiture. Il se promène alors dans la voiture d'Anna avec Anna, cherchant des choses illicites à fumer. C'est la dernière fois qu'Anna Cornelius a été vue vivante. Geraldo Persson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'avoir abusée intimement, suivi de Vernon Vidboy, 33 ans, puis d'Eden Nierkerk. Des heures d'abus et de violence s'en suivent pour cette pauvre Anna. Et c'est maintenant que tu vas scroller 2 ou 3 minutes plus tard dans la vidéo si tu es vraiment très sensible, parce que là, ça va être vraiment horrible ce que va décrire l'un des accusés, je t'aurais prévenu. Selon l'un des accusés, Geraldo Persson, il a dit que la jeune femme était terrifiée, qu'elle avait supplié de ne pas la tuer et qu'elle se laisserait abuser sans se défendre, ce qui leur rendrait la chose plus facile. Geraldo Persson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'abuser intimement, suivi de Vernon Vidboy, 33 ans, puis d'Eden Nierkerk. Il y aura des heures et des heures d'abus, de violence qui vont suivre pour cette pauvre Anna. Ils l'ont ensuite mise dans le coffre de sa propre voiture et se sont rendus dans un vignoble voisin. Ils ont utilisé une grosse pierre pour briser le crâne d'Anna après leur abus collectif. Tout cela a été raconté dans une salle d'audience totalement choquée et terrorisée. Et là, c'est encore plus horrible pour ceux qui n'ont toujours pas scrollé encore, parce que plus de détails vont être donnés sur cette nuit d'horreur. Persson, 27 ans, déclarera au tribunal qu'elle ne voulait pas sortir du coffre, qu'elle se tenait à la voiture, qu'elle était paniquée, qu'elle s'était accrochée et pourtant il va la poignarder. Il ne voulait pas la laisser partir alors qu'il y avait du sang partout. Il dira qu'il a vu Vernon arriver avec une grosse pierre, qu'il a dit à Vernon « Ne la tuez pas, nous avons déjà tué son amie Cheslin, laissons-la ». Mais Vernon se serait approché avec la pierre dans la main et aurait tapé sur la tête d'Anna. Lorsque l'État a présenté cette grosse pierre au tribunal, il y a eu des cris dans la salle. Le médecin légiste de l'État, le docteur Diedre Abraham, a déclaré au tribunal que la violence contre son crâne était si brutale qu'elle aurait été tuée sur le coup. Vernon Vidboy, 33 ans, Geraldo Persson, 27 ans, Nashville Julius, 29 ans et Eben Van Nieberk, 28 ans, font face à une série d'accusations dont meurtre, enlèvement, vol, abus intime sur l'étudiante Anna Cornelius. Persson est le seul à avoir témoigné jusqu'à présent et il a admis avoir détourné une voiture, kidnappé et abusé la jeune femme, mais il nie le meurtre, impliquant à la place son co-accusé Vernon Vidboy. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré Nashville Julius avant la nuit en question. Il racontera ensuite ce qui s'est passé après la mort d'Anna la même nuit et vous allez voir que malheureusement, ces 4 personnes n'en ont pas fini de faire des choses horribles. Nous avons commencé, dira-t-il, à conduire jusqu'à la Cluis River. Ils auraient vu une autre femme sur la route et ils l'ont également volée. Vernon dira qu'il l'a fait monter dans la voiture. Ils étaient assis avec la femme dans la Golf et ils vont finalement déposer cette femme dans la rue parce qu'ils vont se rendre compte qu'elle a donné le bon code de sa carte bancaire et ils vont poursuivre leur route dans la ville à des distributeurs pour retirer un maximum d'argent de la carte de la femme.
Cette femme a eu vraiment de la chance d'être relâchée sans être tapée ou abusée intimement ou encore pire, tuée. Ils remarqueront qu'une voiture les suivait. Il aurait dit « La police est derrière nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Vernon aurait dit qu'il fallait maintenant conduire plus vite et le fourgon de police a allumé ses phares. Ils ont filé, mais la voiture n'allait pas assez vite par rapport à la police. La Golf bleue d'Anna n'était pas si rapide que la voiture de police. Ils se sont alors arrêtés, ont sauté de la voiture et ont couru. Un à un, ils vont se faire attraper et de toute façon, je vous ai mis les images de cette vidéo totalement hallucinante. Ces 4 hommes, Eben van Niekerk, Geraldo Parson, Nashville Julies et Vernon Whitboy, ont admis avoir été auteurs du vol de la voiture, des abus, mais à ce jour, les 4 nient encore le meurtre d'Anna. En novembre 2018, le groupe meurtrier a été mis en cage à vie, plus précisément 25 ans plus 40, avec le juge Rosheni Ali, qui qualifiera l'abus et le meurtre d'Anna la forme de violence la plus grossière et la plus cruelle possible. Ils ont également été reconnus coupables de l'enlèvement, du vol et de la tentative de meurtre sur Cheslin Marsh, l'amie de Anna. Hohake Albert Kite Jr. est né le 7 mai 1951 dans le comté de Nash en Caroline du Nord aux États-Unis. Eh ben oui, on est encore aux États-Unis, mais vous verrez, il y en a qui vont venir là où on change carrément de pays. Ses parents, Albert et Edith, ont eu un autre enfant, donc sa sœur, une fille nommée Barbara. En grandissant, Hohake, lui, il a commencé à porter le surnom de Al. Donc dans la vidéo, ça sera plus facile, je vais l'appeler Al, enfin si je me mélange pas les pinceaux. Son père est dresseur de chiens et sa mère malheureusement est décédée assez tôt dans la vie d'Al, elle n'avait que 48 ans. Malgré cela, Al est devenu un jeune homme très bien, enfin ce qu'on appelle un jeune homme très bien, qui fait ses études, qui a des petits jobs pour son argent de poche, qui dit oui, merci, s'il vous plaît, qui a des petites amies, en fait le jeune homme de bonne famille. Il a fréquenté le lycée Weldon, il se liera d'amitié avec une jeune femme, Gail Kay, et les deux, ils vont rester amis, on ne sait pas trop s'ils ont fricoté ou pas, mais ils vont être amis très longtemps. Bon, pour l'université, Al n'est pas allé très loin. Il est allé dans une université à 2 heures de chez lui. Oui, quand j'ai dit il n'est pas allé très loin, ça veut pas dire qu'il n'est pas allé très loin au niveau études. Pas très loin en kilomètres, t'as capté? En 71, il va commencer à travailler pour Stoney Webster, une société de services d'ingénierie. Et c'est tellement un bon employé et qui reste constant qu'il va finir par travailler pendant 30 ans dans cette même entreprise. Sous plein d'emplois différents donc pour cette entreprise, mais qui vont l'emmener à plein de déplacements professionnels à travers tout le pays. Puis en 76, il va épouser son amie Gail Kay. Ah, je vous l'avais dit qu'ils avaient dû fricoter. Cette Gaël avait une petite fille qui s'appelle Julie et il en deviendra donc le beau-père. Malheureusement, Al et Gaël vont divorcer quelques années plus tard, mais ils resteront toujours très bons amis et Al continuera à voir sa belle-fille. Et là où ça va pêcher, c'est que quand sa belle-fille sera adulte, Al va entretenir une relation amoureuse avec elle. Bon là j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire, moi je trouve ça trop glauque, bizarre, dégueulasse. Il y a des trucs, ça ne se fait pas. Lui il a la Woody Allen, hein.
Oui, parce que Woody Allen, c'est un réalisateur, il a adopté une petite fille bébé, puis quand elle a été adulte, il s'est marié avec. Enfin, retournons à nos moutardes. C'est alors qu'en 98, il va avoir une proposition de déménager au Colorado. Il a eu cette opportunité d'emploi là-bas, toujours dans la même entreprise. Il pourra faire du golf, du vélo, de la randonnée, le camping. Il va sauter sur l'occasion, la belle vie s'offre à lui. Il va acheter une propriété à Aurora le long de South Helena Street, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre un parc et la base aérienne. La maison est une maison de ville à 2 étages avec beaucoup de place à l'intérieur et ça va être très important pour la suite de l'histoire parce qu'il y a un très grand sous-sol. Mais que va faire Hal de ce grand sous-sol? Eh ben, il va décider de l'aménager, de le meubler, genre petite kitchenette, tu connais, mini salle de bain, chambre, et il va louer son sous-sol pour se faire un peu de pépette d'argent et ainsi ça va l'aider à payer les traites du crédit de la maison. Et ça va s'avérer très utile parce que malheureusement en 2002, la société où il travaille va lui annoncer la mauvaise nouvelle qu'ils veulent réduire les effectifs et c'est Hal qui va être licencié. Bon, lui, Hal, il n'a pas les 2 pieds dans le même chariot, hein. Il va tout de suite retrouver un autre emploi. Il va travailler pour Carter Douglas, c'est une société de conseil. Au cours des 2 années suivantes, sa petite vie va se dérouler de manière tranquille, rien à signaler. Il deviendra pour ses voisins une présence rassurante, le mec à qui t'aimes bien dire bonjour, invité à l'apéro, qui te raconte un peu les petits ragots, qui te ramène ton courrier, bref, le voisin sympa. Ah, et petite précision, j'ai oublié de vous dire, vous devez penser à la belle-fille. Quand il a déménagé, leur liaison, elle s'est arrêtée. Donc là, Hal, depuis 2-3 ans, il est célibataire dans sa nouvelle maison. Hal deviendra une légende au niveau de son côté social et souriant auprès de sa famille, ses amis. C'est le bon gars qu'on invite toujours chez soi. Mais en 2004, les choses dans la vie de Hal vont commencer à changer. Tout d'abord, il va commencer à sortir avec une femme, Linda Angelopoulos. Ouais, bah tu m'excuses pour l'accent, hein, que ça soit en anglais ou dans les autres langues, je suis nulle. Les deux semblent très bien s'entendre. Bon, je vais l'appeler Linda, hein. Et Linda adore sa façon de rire et elle commence à avoir l'idée en tête de faire avec lui quelque chose de plus sérieux. Et c'est alors qu'en 2004, un locataire qui louait l'appartement du sous-sol d'Hal depuis quelques années, il prévoit de s'en aller, puis de déménager. Hal n'a plus de locataire et des revenus en moins, donc il va décider de mettre une annonce dans les journaux en mettant sous-sol, petit appart rénové, à louer pas cher. Il va recevoir quelques réponses intéressées, mais pas plus que ça, mais il y en avait une qui semble extrêmement intéressée. Bon là, je vous le dis tout de suite, on est dans une DPAE, le vent il commence à tourner, c'est le moment que je vous le dise. Du paradis à l'enfer, vous allez voir, cette histoire, elle va très mal tourner. Un homme a répondu aux annonces d'Hal pour être locataire le 19 mai 2004. Cet homme, il s'est dit s'appeler Robert et il a voulu, lui, tout de suite emménager immédiatement. Illico presto frérot, il n'a pas le temps. Il était prêt à fournir à Hal un dépôt de garantie et même le premier mois de loyer. Hal en a parlé à sa petite amie Linda de ce locataire pressé potentiel. Il a déclaré que cet homme venait de déménager de la côte Est, qu'il avait un emploi à Wells Fargo et qu'il était temporairement chez sa sœur et donc qu'il cherchait un appartement. La petite amie d'Hal, Linda, n'a jamais vu le visage de ce locataire potentiel. Elle déclarera plus tard que la seule fois où ils avaient été proches l'un de l'autre et qu'elle l'avait vu de dos, de biais et qu'elle avait eu l'impression qu'il ne voulait pas qu'elle le voie. Vous savez, ce genre d'impression, ce 6e sens qu'on a parfois quand une situation est bizarre. Bien que Linda n'ait pas pu voir le visage de ce mystérieux locataire, elle pourra décrire le type de vêtements qu'il portait. Elle a dit qu'il s'habillait extrêmement bien, très chic, qu'il avait un beau pantalon et une veste de costume. En plus des détails dont elle a été témoin
et qu'elle a obtenu lors de toutes les conversations avec Al. Cet homme mystérieux est décrit comme ayant à peu près la quarantaine, des cheveux noirs ondulés, qu'il était assez grand et de corpulence moyenne. Elle avait l'impression qu'il boitait et pour cause, il avait une canne. Et retenez... Psst. Qu'est-ce que tu fais? Drama avec les chats. A few moments later. Et retenez bien cette histoire de canne parce que j'ai lu plusieurs histoires criminelles où les personnes, pour se donner un air fragile et qu'on ne se méfie pas d'elles, avaient parfois le bras dans le plâtre ou alors une blessure ou une canne, ce qui fait que vous, quand vous êtes la victime et que la personne s'adresse à vous, ça lui donne un côté fragile et vous vous méfiez moins. Donc faites attention, même les gens blessés, ça peut être des gros mythos et être des gros tueurs en série. Et d'ailleurs, j'ai inventé cette citation, je te la donne, c'est cadeau dans la vidéo, mieux vaut prévoir que se faire avoir. Mais il y aura aussi un autre témoin, un professeur qui aurait loué elle aussi une chambrette, un appartement à ce fameux Robert. Déjà, elle dira qu'il s'appelait Robert Cooper. Elle l'a rencontré donc pour discuter de l'appartement, mais elle dira que cet homme ne boitait pas et ne portait pas de canne et qu'il avait un accent de l'Est un peu roumain, dira-t-elle. Comment elle le sait? Parce que c'était un professeur en langue étrangère, donc elle a bien reconnu l'accent. Donc on comprendra que cet homme Robert avait approché d'autres propriétaires, mais qu'au final, pour son dernier appartement, il avait choisi Al-Kite. Au moins 3 de ses propriétaires se souviennent d'avoir rencontré cet homme mystérieux et particulièrement chic. Tous diront qu'il était différent suivant le propriétaire. Un coup il était chic, un coup il était cool, un coup il avait un accent, un coup il boitait, oui ça fait beaucoup de coups. Donc à chaque fois les propriétaires décrivaient un homme différent. C'est comme si le Robert, il se déguisait et changeait de personnage à chaque fois. D'ailleurs, et c'est ce qui est encore plus dingue, un propriétaire dira qu'il était dans la trentaine et un autre dans la cinquantaine. Ça fait quand même un grand écart de 20 ans, alors que lui, Al, disait 40 ans. L'une des propriétaires, une femme plus âgée, se souvient avoir été effrayée par la façon dont cet homme se déplaçait dans la maison. Elle disait qu'il était très étrange et qu'il regardait sans cesse à travers la fenêtre comme un espèce de tic ou comme s'il surveillait quelque chose. Et c'est à ce moment-là, après cette vieille dame, que Robert Cooper a répondu à l'annonce d'Al-Kite en mai 2004. Sachez toutefois que Al-Kite, quand il a loué son sous-sol, son appartement à Robert, n'a jamais été au courant par les autres propriétaires, comment pouvait-il le prévenir, qu'ils avaient des doutes et tout ce qu'ils avaient ressenti à propos de Robert. Lui, Al, trouvait que c'était un homme très chic et il avait tout à fait confiance. Et puis en plus, ça l'arrangeait bien parce qu'il lui fallait de l'argent pour l'aider à payer les traites du crédit de la maison. Revenons à ce matin du 24 mai dont je vous avais parlé dans l'introduction. Nous sommes le 24 mai 2004 au travail de Al dans une société de conseil. Son employeur va remarquer son absence. Al-Kite, qui était le gars chaleureux et amical, qui était normalement tout le temps à l'heure et jamais absent depuis qu'il avait pris son travail, n'était pas là. Les minutes ont commencé à se transformer en heures et les collègues ainsi que le patron commençaient à être vraiment super inquiets. Ils vont téléphoner sur son téléphone portable, téléphoner sur son téléphone fixe, mais tous les appels vont rester sans réponse. Ils avaient dans les fiches, dans le secrétariat du travail, le contact d'urgence à appeler pour Al. C'était sa sœur et ils vont lui téléphoner. Malheureusement, sa sœur habite en Virginie à des milliers de kilomètres de là. Tout de suite, la sœur, elle est affolée également. En désespoir de cause, les employés vont se retourner vers la seule possibilité qu'il leur reste, la police. Et la police, à votre avis, est-ce qu'elle va être au taquet du taquet? Oui, directement la police, elle va se déplacer chez Al.
Dans l'après-midi, la police d'Aurora a répondu à l'appel pour Al Kite. Ils vont à la maison et donc comme je vous l'avais dit, c'est une maison de ville résidentielle qui avait l'air tout à fait normale. Ils ont frappé à la porte plusieurs fois, aucune réponse. Craignant qu'Al soit en danger, qu'il se soit peut-être évanoui ou qu'il ait fait une crise cardiaque, ils décident de rentrer dans la maison. À l'intérieur, les policiers trouvent des choses plutôt normales, de la nourriture sur la table. Toutes les choses semblaient être là pour une bonne raison, bien rangées. Ils continuent à chercher dans la maison, ils vont à l'étage, tout est normal. Et n'ayant rien trouvé, et donc pas Al, ils décident de se rendre dans le sous-sol. Et là, les officiers vont faire une découverte effroyable. Et je pèse mes mots. Certains diront même une vision d'horreur à nul autre pareil. Accrochez-vous. D'ailleurs, si tu es sensible, tu peux scroller à 2 minutes, 5 minutes. Au sous-sol, aucune trace du colocataire Robert. Par contre, ils vont retrouver Al. Al est allongé face contre terre. C'est une scène de crime effroyable. Il y a des éclaboussures de sang partout sur le mur et même sur le plafond et tout autour du corps, indiquant que sa mort n'a vraiment pas été paisible et rapide. Le détective Thomas Sobieski du département de police d'Aurora deviendra l'un des principaux enquêteurs de l'affaire puisque c'est un crime. Il décrira la scène comme la pire qu'il n'ait jamais vue. Ils vont noter une blessure à l'arrière de la tête d'Al qui indiquerait qu'il a été frappé par derrière alors qu'il descendait probablement les marches du sous-sol. Le plus troublant cependant était de comprendre que ce pauvre homme, Al, n'était pas mort sans douleur, bien au contraire. La police a découvert qu'il avait été attaché avec une corde, ses mains dans le dos, mais aussi ses pieds, et qu'à partir de ce moment-là, la personne qui avait attaqué Al avait procédé à une torture impitoyable pendant des heures, en utilisant tout un tas d'instruments et d'objets tranchants. Je vous l'avais dit que c'était horrible. Là, on est plongé dans le sadisme. Sur la base de toutes ces informations, les enquêteurs pouvaient déduire de la scène horrible que c'était un meurtre, mais que ce n'était pas un meurtre fait sous l'impulsion, mais bien un meurtre où le tueur y avait pris du plaisir. Mais alors, pour qui? Pourquoi? Et ce qui semble terrible, c'est que la petite amie Linda d'Al avait pris quelques heures plus tôt l'avion pour rejoindre sa famille. D'ailleurs, Al l'avait accompagné et il a été attaqué en rentrant chez lui juste après avoir déposé sa petite amie à l'aéroport. On ne sait pas si le tueur a été invité à rentrer ou s'il est rentré par effraction. Déjà, ils sont sûrs que Al a été frappé quand il descendait au sous-sol. Il apparaîtra aussi qu'après la torture brutale et le meurtre de Al, le tueur, il a pris toutes ses aises, vous allez voir. Le tueur avait alors commencé à manger de la nourriture dans le frigo, dans la cuisine d'Al. Il a ensuite pris une douche dans la salle de bain principale, celle d'Al, et il a même mis les vêtements d'Al et dormi dans son lit. Vas-y mon gars, après les choses horribles que t'as faites, vas-y, fais comme chez toi, tu t'es cru chez ta grand-mère, ça me rend dingue. Une déclaration d'un voisin indiquera d'ailleurs que le mystérieux tueur est parti plus tôt le dimanche matin, mais il aura avant procédé à un nettoyage en profondeur avec de l'eau de javel dans toute la maison d'Al, et je dis en profondeur parce que les enquêteurs n'ont jamais vu ça. Il aurait utilisé des dizaines de litres d'eau de javel. Bon alors je veux bien croire que le Blue Star il trouve tout, mais enfin bon là les enquêteurs diront qu'avec tous les nettoyants et les litres utilisés, ce fut extrêmement dur de trouver quelques preuves que ce soit. Donc la maison a été nettoyée pour que les empreintes digitales disparaissent et même de l'eau de javel a été versée dans les tuyaux de la douche, dans les tuyaux du lavabo. De plus, le tueur va faire tremper tous les couteaux dans de l'eau de javel pure. Immédiatement, les enquêteurs vont se demander mais c'est qui, mais pourquoi, quelle est la raison du crime, et ils vont travailler donc sur le mobile.
À l'origine, cela aurait pu sembler être un crime passionnel parce qu'on le sait, quand quelqu'un est tué et qu'il y a plus de 2 coups de couteau, c'est-à-dire 10, 20, c'est toujours passionnel et dans 90% des cas, la victime connaît l'agresseur. Mais il n'y avait personne dans la vie d'Al qui avait une raison de lui en vouloir et de vouloir le tuer et encore pire de le torturer pendant des heures. Ensuite, ils vont développer une théorie comme quoi il s'agirait d'un vol parce que quelques objets d'Al semblaient manquer à son domicile, à savoir son véhicule et son téléphone portable. Alors la police va commencer à mener l'enquête. Plus tard dans la journée du lundi 24 mai, la camionnette GMC bleue d'Al Kite a été retrouvée. Le véhicule était garé à plus d'un pâté de maison et demi de la maison le long de la rue. Alors que les enquêteurs effectuaient une fouille du véhicule dans l'espoir de trouver des preuves, ils ont également commencé à faire une fouille plus approfondie de la maison. Et ils ont pu trouver des traces ADN laissées vraisemblablement par le tueur qui vont être soumises dans la base de données médico-légale. Ils vont même fouiller la poubelle de la cuisine d'Al et ils vont trouver une demande de location qui n'était pas finie d'être remplie. Cette demande semblerait avoir été écrite par le mystérieux locataire Robert. Il y avait dessus un nom, une adresse, un numéro de sécurité sociale et même un numéro de téléphone. Une fois le numéro de sécurité sociale recherché, il s'est avéré appartenir à une femme qui n'avait aucun rapport avec l'affaire. Et malheureusement, le téléphone, c'était un téléphone prépayé qui, accrochez-vous, et là on voit que le tueur est très malin, avait été acheté plusieurs semaines avant le meurtre. Et comme on le sait dans les magasins, au bout d'un mois, ils effacent les vidéos. Donc ce qui fait que même quand on s'est rendu au magasin pour voir la vidéo avait été effacée et on ne saura jamais qui a acheté ce téléphone. Tout de suite, la police va essayer de voir où bornent les 2 téléphones parce que je vous rappelle que le tueur, il a pris le téléphone de Al et les 2 téléphones, celui du tueur, le prépayé et celui de Al, bornent dans la région de Denver. De là, ils vont aller où bornent les téléphones. Ils avaient été abandonnés dans le quartier Five Points de Denver, dans un quartier de sans-abri. Et bien sûr, les sans-abri les avaient récupérés, soit pour s'en servir ou pour les revendre. Donc là aussi, on se dit que le tueur, il est hyper intelligent parce que pendant ce temps-là, les policiers, ils cherchent les téléphones, ils courent partout et ils travaillent pas sur autre chose. Il est trop malin. Ils vont quand même chercher où a été acheté le téléphone prépayé et il s'avérera que le téléphone a été acheté dans une boutique à côté de la faculté de médecine. Ils vont donc se rendre à la faculté de médecine et voir que le Robert avait trouvé toutes les demandes de location d'appartements dans un couloir sur un panneau exprès pour ça, où souvent les étudiants cherchent des appartements. C'est donc la seule rare piste que les enquêteurs avaient, en plus de l'adresse postale sur la demande de location. Bien que cette piste très troublante de la faculté de médecine, aucune vidéo de surveillance, aucun témoin pour dire mais qui est ce Robert? Une vérification rapide des cartes de crédit de Al qui lui avaient été volées vont montrer qu'elles avaient été utilisées de manière très substantielle, c'est-à-dire que 1 heure après son supposé décès, sa carte a été utilisée la nuit de son meurtre pour retirer une somme d'argent. D'ailleurs, dans la camionnette qu'ils ont retrouvée à un pâté de maison et demi de sa maison, ils ont retrouvé les reçus de cartes bancaires. Les enquêteurs, ils sont au taquet du taquet, ils vont tout de suite aller au guichet automatique pour voir la vidéo. Malheureusement, le tueur était masqué d'un masque de ski et on ne voit qu'une toute petite partie de son visage qui ne permet pas de le reconnaître. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, le tueur il portait des gants donc on n'a pas ses empreintes. Ils vont rechercher la somme exacte qui avait été retirée, à peu près 1000 $, et pourtant Al avait énormément plus d'argent sur son compte, ce qui prouvera aux enquêteurs que le tueur a juste pris un petit peu d'argent pour son nécessaire à vivre, mais pas plus, ce n'était pas l'argent qui le motivait.
Après avoir été au guichet automatique, le tueur donc a conduit la camionnette à un pâté et demi de maison près de la maison de Hal. Il va laisser les reçus sur le siège de la voiture. Il va ensuite rentrer chez Hal. Il va laisser tremper les clés dans l'eau de Javel pour que là aussi on ne retrouve pas ses empreintes. Et puis, la police va affirmer des choses effrayantes. Ils sont persuadés que le tueur avait tout planifié à l'avance, qu'il cherchait une victime, qu'il prévoyait de la tuer et de la torturer. La sœur de Hal dira « C'est tellement difficile d'imaginer pourquoi cela a été fait. Ce type le faisait pour le frisson, il voulait juste trouver des gens à tuer, il a apporté son propre kit de torture, il savait qu'il avait tout le temps. » Oui, parce que je vous rappelle, une fois que Hal il a amené sa petite amie à l'aéroport, le tueur, il est quand même resté 2 jours dans la maison à faire ses petites affaires, à faire son meurtre, sa torture, à prendre une douche, à manger, à dormir dans le lit, à essayer les vêtements, à aller à la banque, à retirer de l'argent, à poser la camionnette, à retourner dans la maison, à tout faire tremper dans l'eau de Javel. Il prenait son temps. Il n'avait même pas peur que quelqu'un sonne, que quelqu'un s'inquiète d'être dérangé. Cela fait vraiment peur de savoir qu'un tueur peut être aussi stoïque, calme, confiant. En raison de toute cette planification, la police émettra l'hypothèse même que le tueur aurait probablement tué avant, que le crime était violent et qu'il pouvait indiquer qu'il était une sorte de tueur en série méthodique. Heureusement, la police a pu découvrir quelques empreintes digitales et une toute petite quantité d'ADN. Ils vont essayer de regrouper tous ces indices. Ils émettront aussi l'hypothèse que le tueur à un moment donné a peut-être tenté de devenir policier, car ce crime violent serait peut-être un jeu d'esprit perpétué contre la police, essayant de narguer les policiers et de leur dire « Voyez tout ce que je peux faire en prenant mon temps, voyez les indices que je tente d'effacer ou que je vous laisse, vous n'arriverez pas à me trouver. » Pendant que les enquêteurs avaient du mal à tout relier, la famille et les amis de Hal avaient du mal face à sa perte et à toute l'horreur qu'il a dû vivre pendant plusieurs jours. Enfin, en mai, sa dépouille va être remise à ses proches et ramenée par avion vers l'Est dans sa ville natale à Halifax en Caroline du Nord, et ses funérailles auront lieu le 2 juin 2004. Mais les policiers vont se rendre compte que Hal n'est pas le seul à avoir été tué de cette façon. En effet, Scott Hall travaillait comme concepteur principal pour le National Union. Il va gravir les échelons dans son entreprise et être augmenté. Et là, un mois plus tard, le mercredi 20 octobre 1999, Scott Lee Hall ne s'est pas présenté au travail. Ses collègues ont décidé de lui rendre visite pour voir s'il allait bien. Et comme la porte d'entrée n'était pas verrouillée, ils sont rentrés chez lui. Tout était propre, bien rangé. Cela sentait même très fort l'eau de Javel. Et même la télévision du salon était allumée. Ils ont parcouru tout le reste de la maison et ils ont trouvé le corps de Scott Lee Hall allongé face contre terre dans sa chambre. Au début, ils ont cru qu'il était tombé et qu'il s'était cogné, mais l'enquête a montré qu'il avait été battu et poignardé à plusieurs reprises. Dans la maison, il n'y avait aucun signe de lutte, tout semblait normal. Tout ça ressemble étrangement au meurtre de Hal Kite. Alors, l'enquête d'Hal Kite et de Lee Scott n'est pas résolue, mais ce qui est fort étrange, c'est que tous les deux ont travaillé pendant très longtemps et en même temps pour la même entreprise, qu'ils sont tous les deux morts chez eux, face contre terre, poignardés, que la maison a été entièrement nettoyée, que le tueur n'a jamais été trouvé ni reconnu, puisque certains diront 30, 40, 50 dans les deux cas, et que pour tous les deux, on a garé leur voiture à plusieurs pâtés de maison. La police pense donc que c'est probablement un tueur en série qui, quelle horreur, j'ai à vous dire ça, n'a toujours pas été retrouvé et qui est donc en liberté à faire ses petites manigouilles tranquilles. Et je ne peux pas vous dire plus que ça, puisqu'on en est là au niveau de l'enquête.
Jason Dalton a grandi dans l'Indiana, bon, et puis lui, il a tout fait, hein, lycée, collège, etc. Ses études se poursuivent très bien. Il a essayé de s'inscrire à l'académie de police, mais n'a pas poursuivi cela. En 95, il va épouser sa femme Carol, et ensemble, tout naturellement, ils auront 2 enfants. Alors Dalton, lui, tous les gens qui l'entourent vont le décrire comme un bon père, un bon époux, même on dira de lui un mec sympa, mais les gens le trouvent parfois un petit peu déprimé. Et enfin, et c'est important, ses voisins diront qu'avant l'affaire qui nous intéresse, ils l'ont trouvé paranoïaque, bizarre. Il va travailler comme mécanicien dans un garage, il va aussi travailler dans des emplois en assurance et pour se faire un petit peu plus de pépettes d'argent, il va décider de conduire un Uber. Bon alors, dans le milieu des Uber, quand l'affaire qui nous intéresse va arriver, c'est pas un vieux de la vieille, hein. Cela faisait seulement 2 semaines qu'il était Uber et du coup, j'ai envie de vous dire, c'est pas de chance pour ceux à qui cela va arriver après parce qu'il était vraiment tout frais et nouveau dans ce métier. Tout va commencer un week-end, le samedi, tout est normal, on est le 20 février 2016. Alors sa femme Carole, elle s'affaire avec les enfants, elle va faire des courses, elle s'occupe des tâches ménagères et son mari Jason Dalton, il lui paraît tout à fait normal. Alors lui, le Jason Dalton, il a donné rendez-vous à un copain. En effet, il veut aller faire des courses dans une armurerie. Il va s'acheter une veste noire à poche, fera encore 2 autres armureries et son ami dira ainsi que les vendeurs qu'il n'avait jamais vu ce client et que du coup c'était un client occasionnel. Ensuite, oui, tiens, si on allait faire une petite sieste, Jason Dalton va rentrer chez lui et faire une petite sieste. Pour l'instant, tout cela ressemble à une journée ordinaire dans la vie d'un homme ordinaire aux États-Unis qui rêve de faire des heures supplémentaires en tant que Uber pour emmener toute sa famille à Disney. Eh bien, croyez-moi les petits zigotos, on est dans les histoires du paradis à l'enfer, ça ne va pas durer. Jason Dalton va prendre sa voiture et va prendre son chien. Il va l'emmener avec lui. Sa chienne s'appelle Mia. Sa première course de Uber, c'est une étudiante. Quand elle va voir la chienne, et tant mieux pour elle, elle va refuser de monter dans la voiture. Jason Dalton, c'est pas grave, hein. Il va annuler la course et il va prendre un autre client. Matt Mellon, à 16 h précisément. Alors lui, il voit le chien, il dira plus tard que cela ne le dérangeait pas du tout et il monte dans la voiture. Il explique à Jason Dalton qu'il a besoin de se faire conduire en centre-ville où la veille, il avait laissé la voiture après une soirée arrosée. Bon alors les deux, le conducteur de Uber, Jason Dalton et Mellon, ils vont discuter de banalités, rien de spécial pour l'instant à déclarer. Ça va pas durer. Après un court moment de conduite, Jason Dalton va recevoir un appel téléphonique. Mellon dira qu'il a entendu la conversation mais qu'il ne faisait pas trop attention, ça ne l'intéressait pas et il regardait le paysage. C'est alors que tout va changer. Jason Dalton va raccrocher son téléphone et là, il aura une tête affligée, terrassée. Il a commencé à devenir fou, selon les dires de Mellon, et il va appuyer sur l'accélérateur et rouler comme un branquignol dans la ville. Alors là, Mellon, il a trop peur, hein. Il n'a pas envie d'avoir un accident. On ne sait pas qui a appelé, certains auront dit que c'est sa femme, d'autres que c'est ses enfants, cela n'a pas été rendu public. En tous les cas, cela a rendu Jason Dalton hystérique. Lui, Mellon, à l'arrière, il s'en fout de qui a téléphoné, hein. Ce qu'il voit, c'est que son conducteur, il est devenu complètement fou et qu'il s'apprête à rouler à grande vitesse vers une voie de circulation dans le sens inverse. Cela d'ailleurs nous rappelle une de mes anciennes vidéos avec des jumelles complètement folles qui marchaient sur une autoroute en sens inverse et vont se faire branle-baller dans tous les sens. Je vous mets le lien ici. Reprenons. Alors, il file à toute vitesse, il évite des voitures, c'est horrible. Mellon, il a cru mourir 30 fois.
Il lui dit de s'arrêter, il lui dit de faire attention, il lui dit qu'il va toucher une voiture, il le supplie d'arrêter la voiture, mais rien n'y fait. Dalton ne veut pas s'arrêter, c'est un bolide fou. Bon, bah la pauvre chienne, elle s'est couchée sur le tapis du sol et elle a peur aussi. Du coup, Mélène, faut qu'il trouve une solution pour s'en sortir. Au lieu de continuer tout son trajet, il a l'idée de lui dire de le déposer avant à des maisons qu'il voit dans le paysage. Ah bah non, hein, Dalton, lui, il va pas s'arrêter. C'était une bonne astuce à noter, mais l'autre, il s'arrête pas. C'est un taureau fou. Tout d'un coup, Dalton va appuyer sur les freins, Mélène va ouvrir la porte et va se jeter dans la rue, se laissant rouler sur le trottoir. Il a réussi à sortir de la voiture de Dalton. Ah bah là, faut pas croire, ils sont pas tout seuls, hein. Dans la rue, il y a des gens. Il y a Madame Cassé Black qui fumait une cigarette avec son mari. Quand, au milieu des cris des freins stridents, elle a vu Mélène tomber d'une voiture et rouler sur le trottoir. Tout de suite, Madame Black, elle va appeler le 911, elle va décrire la voiture de Dalton, elle va expliquer tout ce qui s'est passé pour lancer l'alerte. Bon, eux, les policiers, sur cette affaire, vous le verrez, ils étaient pas du tout au taquet du taquet. Ils vont répondre à Madame Black. D'accord, eh bien, nous allons le signaler. Elle dira, on aurait bien dit qu'il ne me croyait pas. Après que enfin Mélène ait pu s'échapper de la voiture de Dalton, lui, Dalton, il est retourné chez lui. Il a bu un verre d'eau, il est descendu dans le sous-sol et malheureusement, il a commencé à préparer ses armes. Il a enfilé sous sa veste un gilet pare-balles et est sorti de la maison. À l'époque, on saura qu'à ce moment-là, il a appelé sa femme parce que avec sa course folle, il avait endommagé sa voiture et il voulait l'échanger contre un Hummer que lui et sa femme possédaient. Alors sa femme, elle dira que lorsque son téléphone a sonné, elle était sur le parking d'un magasin. Elle lui a dit de le rejoindre chez ses parents. Elle pensait qu'il allait arriver directement. Ah bah non, non, non. Au lieu de ça, lui, Dalton, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte un nouveau client pour un trajet dans son Uber. Précisément à 17h15, c'était une femme qui voulait qu'il vienne chercher son petit ami. Et là, à 17h42, une femme va être abattue sur ce fameux parking de complexe d'appartements où il y avait l'ami de la jeune femme. Alors, rassurez-vous, cette jeune femme qui a été abattue sur le parking a survécu et elle dira « J'ai été attaquée par un homme dans une voiture grise qui avait à l'avant un chien berger allemand. » Le chauffeur lui aurait demandé pourquoi elle était une femme, si elle avait changé de nom puisqu'il venait chercher un jeune homme. Elle a dit que non et énervée, il lui a tiré dessus et est parti. Bon, elle est trop maligne, hein. Devinez comment elle a fait pour survivre. Eh bien, quand les coups de feu ont été tirés, elle est tombée et a fait semblant d'être morte. C'est ce qui lui a sauvé la vie. 1 minute après cette fusillade, Dalton a été vu en train de griller un feu rouge à 1,6 km de là. Il va heurter un autre véhicule et s'enfuir et la personne du véhicule va elle aussi alerter la police. À peu près au même moment et dans le même quartier, un voisin va appeler les urgences parce que sa femme a été blessée. Bon alors lui, pendant ce temps-là, il a bien foutu le merdier si vous me le permettez. Et c'est pas grave, il va rencontrer sa femme chez ses parents à qui il a donné rendez-vous. Il va dire que quelqu'un qui était mécontent de son travail de beurre lui a tiré dessus, qu'il a eu un accident de voiture mais que ce n'est pas de sa faute. Il lui a même assuré que l'entreprise Uber gérait tout ça alors que bien sûr ce n'est pas vrai du tout. Il va confier un pistolet à sa femme pour qu'elle se protège, lui disant que chez eux, la maison ne serait plus sûre. Il lui demandera même de ne pas aller travailler, de ne pas emmener les enfants à l'école. Et ensuite, comme selon ses plans, il va tenter de partir dans le Hummer. Et le Hummer, il va pas démarrer. Il va dire à sa femme, car elle voit bien qu'il n'est pas dans son état normal, qu'il ne peut pas lui expliquer en détail ce qui arrive. Et comme il peut pas prendre le Hummer, il va monter dans la Chevrolet. Là, il est 18h44, 50. Il va s'arrêter à un guichet et retirer de l'argent.
Et après avoir conduit pendant 35 minutes, et je le précise, il n'a toujours pas été arrêté alors qu'il y a déjà eu plusieurs incidents, tranquillos bilos, il va retourner chez lui et changer d'arme. Alors là, vous me croirez ou non, mais c'est pourtant la vérité. Jusqu'à 19h37, il va prendre d'autres clients et les déposer chez eux. Alors, on fait pause. C'est-à-dire que le gars, il pète des plombs, il tire sur tout le monde, il écrase à moitié tout le monde. Et puis, en même temps, il reprend son travail comme si de rien n'était. Comme si l'homme, parfois, avait un pied dans la folie et un pied dans la réalité. On n'en peut plus encore de cette histoire. Bon alors, dans ces petites courses, dans ces petits trajets, figurez-vous que tous les passagers qui ont eu de la chance de ne pas avoir été blessés ou supprimés diront qu'il était tout à fait normal, poli, rien à déclarer. Et tant mieux pour eux. Plus tard, vers 20h26, Dalton va à nouveau appeler sa femme et lui dira de ne pas s'inquiéter, mais on n'en saura pas plus sur cet appel. Et malheureusement, à 22h, Dalton va arriver avec sa voiture chez le concessionnaire Kia. Il est dehors, devant la concession. Il va tirer 18 coups et malheureusement liquider 2 hommes. Tyler Smith, 17 ans, et Richard Smith, 53 ans. Bon alors là, va y avoir des témoins de l'autre côté du parking qui sont sur le trottoir. Ils vont appeler le 911 et ils vont dire qu'ils ont assisté à des tirs de feu, peut-être à des gens éliminés et qu'il faut que la police rapplique. Et ils vont décrire dans quelle voiture est ce tireur fou. Là, on avance dans le temps et on est 10 minutes plus tard devant un restaurant. Le Cracker Barrel, et là on est situé à 5 km plus loin du concessionnaire Kia qu'on a vu précédemment. Malheureusement, Dalton va encore rentrer dans sa folie meurtrière. Il va éliminer 4 femmes, dont 2 qui étaient assises à l'intérieur de leur véhicule. Mary Jo Nai, 60 ans, Mary Lou Nai, 62 ans, Dorothy Brown, 74 ans et Barbara Hasson, 68 ans. Bon alors les 4 femmes étaient des amies et Mary Jo Nai et Mary Lou Nai étaient belles-sœurs. Il faut savoir que devant ce restaurant, sur le parking, une autre personne va être grièvement blessée. Toute cette intervention de fusillade ne va durer qu'1 minute et il va partir. Et qu'est-ce qu'il fait Dalton en toute impunité puisqu'on l'a toujours pas attrapé? Lui, il va retourner chez lui et puis il va encore changer d'arme, boire un petit coup et téléphoner. Bon alors quand même, les policiers à ce moment-là, ils vont avoir entendu qu'il y a eu des tirs de coups de feu au concessionnaire Kia, également au restaurant Crack Barrel. Ça y est, tilt, ils se disent il y a peut-être un lien entre les deux problèmes. Il était temps. En interrogeant les témoins, ils vont savoir qu'il conduit une Chevrolet de couleur sombre et ils vont avoir une illumination et ils vont penser à regarder les caméras de surveillance du concessionnaire Kia. Grâce à cette vidéo, ils vont pouvoir faire parvenir des images aux autres policiers de la région et créer une alerte. Pendant ce temps-là, une alerte va être créée sur Facebook avertissant de ce qui se passe, du modèle du véhicule et disant aux personnes d'être en alerte. Bon alors là, se mettent enfin en place des contrôles routiers, des vérifications d'identité. Et là, vous n'allez pas y croire, alors que la police est à ses trousses, que Dalton a déjà éliminé plusieurs personnes, lui, il continue à prendre des clients et les emmener sans incident au lieu demandé. Mais c'est incroyable. Il va ramasser 3 personnes et les emmener à leur campus. Et puis après, vers minuit, il va ramasser 4 personnes et les conduire à leur hôtel. Bon alors les personnes là, les clients, ils ont pas peur parce qu'ils vont carrément lui demander, dites donc, c'est pas vous le chauffeur fou, le Uber tueur? Et lui il va répondre non non. Alors on fait pause. Moi si je monte dans un Uber et que je crois que c'est un tueur, déjà je ressors. Puis au pire, je vais pas lui demander si c'est lui pour l'énerver. Bon bref, ils ont de la chance, ils vont rentrer à leur hôtel sains et saufs. À minuit 36, il y aura un policier qui va assister à la scène de Dalton qui dépose ses passagers et il va le suivre. Bien sûr, il va demander des renforts pour pouvoir l'arrêter. Et enfin, à minuit 40, ils vont interpeller Dalton.
Bon, comme je vous l'avais dit, au moment de son arrestation, il avait plusieurs armes à feu, le gilet qu'il avait acheté dans l'armurerie noire avec des poches et il portait en dessous un gilet pare-balles. La police en est convaincue, elle pense que tous ces tirs ont été faits au hasard et qu'ils n'ont aucun point commun entre eux. Un minimum de 30 balles aurait été tiré lors des fusillades. Une fois arrêté, Jason Dalton, lui, va pas nier, il va reconnaître tout ce qu'il a fait. La police dira même qu'il a été assez coopératif, qu'il était d'humeur égale, mais que par contre, et on commence à en avoir l'habitude, il n'a montré, mais alors aucune émotion, nada. Le gars, il a pas de remords. Et là, vous êtes pas prêts, mes petits zigotos. Dalton va dire que ce n'est pas de sa faute, que son application Uber de travail est envahie par le diable, que c'est lui-même qui lui a demandé de faire ces choses, que parfois l'application était rouge et là il était d'humeur normale, il faisait son travail normalement, et quand l'application basculait de couleur noire, cela lui demandait de liquider des personnes. Donc il disait, ce n'est pas de ma faute, je n'ai jamais été comme ça avant, c'est l'application qui m'a totalement maîtrisé, qui a investi mon corps et qui m'a demandé de faire toutes ces choses-là. Il va dire qu'à la minute où il s'est connecté, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qu'il n'était plus lui-même. Il va même dire que dans l'application, il avait vu une sorte de tête cornue, comme une vache avec des cornes. Ça fait trop peur, qu'il a appuyé sur le bouton de l'application et que là c'est parti, tous les problèmes sont arrivés, il a été sous emprise. Un autre fait, il disait que quand le téléphone sonnait un ding, cela voulait dire oui, deux ding, cela voulait dire non. Genre, le Dalton, il communiquait avec des esprits à travers le téléphone. Moi, je vous le dis, celui-là aussi, le bon gars, il est bien grillé des noisettes. Alors, l'inspecteur qui était chargé de l'enquête et qui l'a interrogé constatera qu'effectivement, avant ces faits, il n'avait jamais commis de faits violents ou illégaux et que pendant l'interrogatoire, sa voix changeait extrêmement bizarrement d'intonation. Sa femme, bien sûr, vous vous en doutez, va demander le divorce. Et le 22 février 2016, Dalton va être inculpé de 16 chefs d'accusation, dont 6 chefs de meurtre, 2 chefs de voie de fait avec intention de commettre un meurtre et 8 chefs d'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une élimination. Bon alors, le 7 janvier 2009, Dalton a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Et le 5 février, il est condamné à la prison à vie sans possibilité d'être libéré dans l'établissement correctionnel d'Oax. Bon, après les fusillades, il y a eu un tollé général parce qu'on s'est plaint des forces de police qui n'avaient pas pris les appels au sérieux, parce qu'on s'est plaint qu'il n'y avait pas une procédure orchestrée pour mettre les gens hors de danger. Donc suite à cela, une loi va être votée pour mettre en place un système d'alerte qui diffuserait en temps réel où se trouverait le potentiel agresseur et qui permettrait aux gens de se mettre en sécurité. En parallèle à ça, en 2020, la société Uber, qui n'y est absolument pour rien, va mettre en place un numéro de téléphone exprès pour permettre aux usagers de se plaindre s'il y avait un grave incident et aussi pour permettre une situation de sécurité urgente. Il y aura aussi un raccourci dans l'application Uber pour que les clients puissent directement se connecter à la police. Alors, on aimerait avoir un peu de bonnes nouvelles. Parlons des survivants. Mélène, lui, il va poursuivre Uber parce qu'il va affirmer qu'il a tenté plusieurs fois de contacter l'équipe d'Uber, de les prévenir et il pense qu'on ne l'a pas du tout pris en compte. Il souffre également d'un trouble de la culpabilité du survivant et d'un trouble de stress
post-traumatique. Alors, qu'est-ce que c'est la culpabilité du survivant? Eh bien, c'est quand d'autres personnes vont être éliminées et que vous êtes vivant et vous vous dites pourquoi eux et pas moi? Pourquoi moi je suis toujours là et les personnes le vivent très mal et se sentent, alors que ce n'est pas de leur faute, fautives. Mélène demande au moins 25 000 $, mais en ce moment, il serait question d'1,25 million de dollars pour Mélène. Tania Karubers, qui avait été blessée cette nuit-là, a subi plusieurs interventions chirurgicales pour reconstruire ses bras et ses jambes. Chaque mois, elle est surveillée parce qu'elle garde une balle dans son foie et malheureusement, elle a des barres métalliques dans son fémur pour la soutenir. Abigail Kopf a failli succomber à ses blessures, mais heureusement, elle est toujours vivante. Elle avait reçu une balle dans la tête. Elle gardera un traumatisme crânien toute sa vie, mais bel et bien vivante. Et c'est sur ce message que je vais finir ma vidéo. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans l'Iowa avec le petit Robert Hansen. Il est né à Easterville le 15 février 1939 de son père Christian et de sa mère Edna Hansen. Il est décrit comme un enfant adorable, un petit peu timide et très calme. Mais alors, adolescent, il va être totalement rejeté et solitaire parce qu'il est de petite taille, chétif et qu'il a énormément d'acné sur le visage. Du coup, les filles ne vont pas du tout s'intéresser à lui, le mettre un petit peu à part et en plus, il va subir énormément de moqueries parce qu'il bégaye. Ajoutez à tout ça qu'il est extrêmement timide et peu sociable et vous avez là le parfait portrait d'un adolescent qui va se retrouver complètement mis à part et seul durant son adolescence. En plus d'être un adolescent complètement rejeté par ses camarades et les filles, il a une relation extrêmement difficile avec son père boulanger qui le fait travailler avec lui à la boulangerie. Robert est épuisé de l'ambiance à l'école où il est limite harcelé et de toute façon rejeté, épuisé de faire tous ses devoirs car il a un peu de mal à suivre à l'école et épuisé en plus quand il rentre chez lui d'avoir les colères de son père et de devoir travailler à la boulangerie. Puisque son acné et son bégaiement lui rendent la vie difficile au lycée, cela, comme je vous l'ai expliqué avant, est encore plus difficile avec les filles. Il se met, à cause du rejet des filles vis-à-vis de lui, à les détester et même à les haïr. Et il va se mettre à fantasmer tout un tas de situations où il ferait souffrir ses filles. C'est à cette époque qu'il va débuter la chasse. Il a un arc, des flèches ou un fusil. Il va trouver refuge dans la chasse où il va chasser plein d'animaux sauvages. En 1957, Robert Hansen s'enrôle dans l'armée de réserve des États-Unis. Il va y servir 1 an. Plus tard, il travaille comme assistant instructeur à une académie de police de Pocahontas, Iowa. Et là, il va se marier. En décembre 1960, alors qu'il est pompier volontaire, il va allumer lui-même un incendie dans le garage à vélo de la ville. Sauf que cette andouille, il va se pointer le premier sur les lieux de l'incendie. Les policiers et les pompiers vont suspecter qu'il en est à l'origine et il va être arrêté. Il va se faire arrêter et juger à 3 ans de prison, mais il ne fera que 20 mois et sa femme va en profiter pendant qu'il est derrière les barreaux pour demander le divorce. C'est à sa sortie de prison qu'il décide de reprendre sa vie en main. Déjà, il va rencontrer sa deuxième femme et l'épouser en 1967. Il va déménager à Anchorage, en Alaska. Robert Hansen va faire état à son assurance d'un vol et il va être remboursé de 13 000 $. À savoir que ce vol, les assureurs, ils étaient pas complètement convaincus de la véracité de la chose, mais bon, dans le doute, ils vont le rembourser. Malgré des relations avec son père hyper difficiles qui était boulanger, il va suivre ses traces et ouvrir une boulangerie qui justement va être financée par l'argent de l'assurance, les 13 000 $. Cette boulangerie va très bien fonctionner car les habitants de la ville adorent ses produits locaux frais et ils adoraient aller chez Bob,
Bob, pour les Américains, c'est le diminutif de Robert, donc ils adoraient aller chez Bob le boulanger. Sa femme et lui vont avoir 2 enfants et vivent dans une petite maison dans la banlieue de la ville. Pendant son temps libre, Robert continuait la chasse et il va même remporter plein de trophées de chasse, tellement il chasse bien, et apparaître dans les journaux locaux en tant que tel, en tant que super chasseur. Il va même obtenir une licence de pilotage, ce qui lui permettra de transporter sa chasse, son gibier, beaucoup plus facilement en avion. Quand, en 1968, il y a eu la construction d'un pipeline Trans-Alaska. Alors, qu'est-ce qu'un pipeline, me direz-vous? Un pipeline est un tuyau servant au transport à grande distance et en grande quantité de fluides, pétrole, gaz naturel. Donc, dans sa ville, il va y avoir la construction de ce tuyau gigantesque et ça va amener plein d'ouvriers à venir sur ce chantier. Donc, dans sa ville arrivent des centaines d'ouvriers pour la construction du pipeline et cela va faire ouvrir des magasins, des bars supplémentaires, des clubs de striptease et beaucoup de femmes qui travaillent dans le monde de la nuit et qui vendent leur charme vont migrer dans cette ville pour répondre aux besoins de tous ces ouvriers. Vous comprendrez donc que toute la population d'Anchorage va énormément changer et en très peu de temps. C'est alors que Robert va alors commencer à fréquenter les clubs de striptease. Et c'est une des PAE, donc Robert Hansen commence à errer dans les rues d'Anchorage à la recherche de victimes. Oui, vous avez bien entendu le Robert, il cherche des victimes. Il a déclaré que sa première victime était une stripteaseuse ou une femme qui monnaie ses charmes qu'il a attirée à lui en 1970. Il a d'abord tiré sur sa victime un coup, mais elle n'était pas morte. Elle lui a sauté dessus pour se défendre dans une bagarre effrénée. Il a attrapé un couteau qu'il avait sur lui et l'a attaqué violemment à la gorge. N'ayant pas encore d'expérience, il l'a enterré dans un trou très peu profond. Son corps sera retrouvé 10 ans plus tard et elle sera surnommée Eklutna Annie car son identité à ce jour est encore inconnue. Il va suivre ce rituel avec plusieurs victimes. Il va suivre ce rituel avec plusieurs de ses victimes. Il va suivre des jeunes femmes qui ont à peu près entre 16 et 25 ans. Il va les attirer en leur offrant de l'argent pour avoir des rapports intimes. Une fois à l'écart, il leur tirera dessus, mais sans pour autant les tuer. Il va les emmener dans une région reculée de la ville où il pourra ensuite à loisir les torturer, les abuser intimement pendant des jours. Une fois qu'il en avait marre, il les relâchait dans la nature, leur faisant croire qu'elles étaient libres, et comme un animal, il les suivait en les traquant comme si c'était une chasse. Mais c'est horrible. Imaginez-vous à la place de la victime, essayant de survivre en train de courir à travers les bois ou le désert. Vous vous dites que vous êtes peut-être libre et il y a ce tueur derrière vous qui vous poursuit. C'est effrayant. Et c'est d'ailleurs ce mode opératoire assez spécial qui a fait que j'ai voulu vous raconter cette histoire. Puis malheureusement, une fois qu'il avait bien profité de sa chasse, il finissait par mettre fin à leur jour et à les enterrer. À savoir que Robert n'a pas toujours tué ses victimes, parfois il abusait intimement de ses victimes et après que ses victimes lui aient promis de ne pas révéler qui il était, il les laissait repartir. Il a reconnu avoir abusé au moins 30 femmes entre 1970 et 1980. Durant cette période de 70 à 80, il sera arrêté pour possession d'armes et vol, mais il va être libéré très vite. Le 12 septembre 1982, Daly John Holloway et Audie, 2 officiers de police locaux, vont passer leur après-midi à la chasse dans une grande zone boisée dans la vallée de la rivière de Knik, près d'Anchorage. Et pour eux, c'est pas de bol, ils vont tomber sur le cadavre en décomposition d'une femme. De là, ils ont trouvé le corps de cette femme, ils vont immédiatement le signaler à la police, laissant totalement intacte la scène du crime. L'affaire va être confiée à Rollyport, un sergent décoré du Vietnam, qui va inspecter minutieusement la zone.
il va trouver, après des heures de recherche, une douille de cartouches Remington et l'autopsie va révéler que la victime était une femme morte depuis au moins 6 mois. Il restait quelques bouts de tissu qui feront soupçonner à la police qu'elle avait eu les pieds et les poings liés et qu'elle avait donc été immobilisée. Dans les semaines qui suivent, le corps est identifié comme étant celui de Sherry Morrow, 24 ans, danseuse dans un bar, le bar des Merisiers à Anchorage. Selon la reconstitution, elle a été vue la dernière fois le 17 novembre 1981, le jour où un homme lui aurait proposé de l'argent pour faire des photos d'elle dévêtue. Mais de plus en plus de corps de femmes sont retrouvés et la police commence à suspecter qu'il y aurait peut-être un tueur en série dans la région. De là, elle va faire appel au FBI pour un profilage et notez que c'était hyper novateur pour l'époque parce qu'à cette époque, on commençait tout juste au balbutiement du profilage et puis il y avait beaucoup de policiers qui ne croyaient pas du tout en cette méthode. Eh bien, eux à Anchorage, ils y croient et ils vont demander au FBI de les aider. Donc, le FBI arrive. C'est alors que Robert Hansen, lui, il continue ses trafics. Il va enlever Cindy Paulson. La jeune fille a avoué avoir accepté un montant de 200 $ pour une performance, orale. Il va l'emmener dans le sous-sol de sa maison, l'attacher et la torturer. Mais de là, je me demande comment ça se fait que sa femme n'a rien vu et rien entendu. Donc Cindy est dans son sous-sol et malheureusement, il va abuser d'elle et la torturer pendant des heures. Le lendemain, il va l'emmener à un aérodrome dans son avion pour la déplacer dans le désert pour s'adonner à ses petites parties de chasse préférées avec malheureusement sa victime Cindy. Mais alors qu'il chargeait dans son avion son arme et son sac à dos, Cindy a trouvé l'opportunité de courir main menottée et pieds nus vers la route où passait un camion. Heureusement, le camion va s'arrêter et l'emmener en ville direct au commissariat d'Anchorage. Tout de suite, les policiers ont tilté que ça doit être le tueur en série de la région qu'ils recherchent et ils ont demandé à Cindy de le décrire physiquement. Elle le décrit physiquement, mais en plus Cindy, c'est le crayon le mieux taillé de la boîte, elle a une super mémoire et elle va donner le lieu de son habitation ainsi que la plaque de sa voiture qu'elle avait donc mémorisée. Ah, le Robert est fait comme un rat. La police arrivée chez lui, Robert va nier connaître la jeune femme et pire, il va donner un alibi qui sera vérifié auprès d'amis. La police ne peut rien faire mais ne croit pas du tout Robert et il reste méfiant à son égard et Robert Hansen devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. Car les policiers là, ils sont taquet du taquet et peu convaincus sur l'alibi qu'ont donné les amis. Ils vont décider de les réinterroger. Ils décident de réinterroger les amis de Robert Hansen sur cette soirée passée ensemble qui lui a servi d'alibi. Et là, peu à peu, à force de multiples questions et de recoupements d'alibi, l'alibi s'effondre. Il ne tient plus debout pour cause de trop d'incohérences. Direct, ils vont aller à sa boulangerie et l'arrêter. Nous sommes en 1983. D'ailleurs, anecdote, à savoir qu'à partir de ce moment-là, le Robert va être surnommé le boulanger boucher. Ils vont fouiller la maison grâce à un mandat de perquisition et trouver au sous-sol une pièce secrète insonorisée. Voilà pourquoi sa femme n'entendait pas les cris de sa victime. Donc il y avait une pièce secrète insonorisée cachée derrière un panneau mural. Ah, c'est aussi pour ça que sa femme ne voyait pas la pièce secrète puisqu'il y avait un panneau mural qui la cachait. Ils vont aussi trouver cachée dans sa tête de lit en bois une carte de la région d'Anchorage où figuraient pas moins de 20 emplacements faits avec des petites croix et malheureusement chaque emplacement était le lieu où Robert avait enterré une de ses victimes. 20 emplacements égale 20 victimes, mais quelle horreur! En fouillant son grenier, les policiers vont découvrir tout un tas de trophées, des bijoux appartenant à ses victimes. Ils vont aussi trouver des armes. Lors de son arrestation, Robert Hansen est accusé d'enlèvement,
d'agressions intimes, d'infractions multiples liées à ses armes à feu, de vol et même de fraude à l'assurance. Confronté à toutes ces preuves accumulées contre lui, eh ben, croyez-le ou non, mais le Robert Hansen, il va nier. Robert Hansen va donc nier tant qu'il peut, puis en vient à blâmer les femmes et à tenter de justifier ses actes, genre c'est de sa faute, elle était trop provocante, ou c'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas faire ce métier. Eh bien non monsieur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, ensuite, il va faire du marchandage après que les tests balistiques réalisés sur ces âmes relient ces dernières aux balles trouvées sur les scènes de crime. Il veut bien montrer où sont les corps contre une justice moins rude. Il va admettre avoir tué 17 femmes alors qu'il y a 20 corps dans les endroits inscrits sur la carte et il va plaider lors du procès coupable seulement pour 4 meurtres au premier degré. Il y a une anecdote à vous dire. Lorsqu'ils ont trouvé la carte des 20 victimes, la police n'en connaissait que 8. C'est-à-dire qu'ils ont été étonnés, effrayés de voir qu'il y avait 12 femmes disparues de plus dont ils ignoraient totalement la disparition. Et là, accrochez-vous, en février 1984, Robert Hansen va être condamné à 461 ans de prison. Oui, alors là, perpète, c'est perpète. Lors de son plaidoyer, Robert Hansen a accepté de montrer aux enquêteurs où se trouvaient les corps. Malheureusement, la police n'en trouvera que 12 sur 20, ce qui est très triste pour les familles des disparus. Hansen est d'abord emprisonné au pénitencier de Leesburg, Pennsylvanie. Puis, en 88, il est renvoyé en Alaska. C'est en purgeant sa peine au Spring Creek Correctional Center de Seward. Donc, c'est en purgeant cette peine-là que le 21 août 2014, il n'y a donc pas si longtemps, Hansen s'est éteint de cause naturelle. Il est décédé en prison à l'âge de 75 ans. Le procureur d'ailleurs qui s'était occupé de son procès aurait dit « bon débarras ». Mais l'histoire n'est pas finie. En effet, 37 ans plus tard, en 2021, grâce aux nouveaux progrès en généalogie génétique, un nouveau profil ADN d'une victime va matcher. Il a été téléchargé dans une base de données généalogiques en libre accès, ce qui a permis d'établir un arbre généalogique. Le nom de la victime est Robin Pelkley. Née en 1963 dans le Colorado, cette jeune femme vivait à Anchorage au début des années 1980, quand malheureusement Robert Hansen commettait ses meurtres. Mais aucun avis de disparition n'avait été émis à l'époque la concernant. La police a retrouvé un parent très proche de Robin qui lui a fourni un échantillon d'ADN et c'est là qu'ils ont vu que les deux ADN matchaient. Robin Pelkley était donc bien l'une des victimes de Robert Hansen. Il reste à ce jour une victime de Robert Hansen à identifier. Il s'agit de celle dont je vous avais parlé, Eklutna Annie, c'est les officiers qui l'avaient appelé comme ça, qui fut le premier corps relié à cette affaire, découvert le 21 juillet 1980. L'Alaska Bureau of Investigation a annoncé qu'il était en train d'utiliser la même méthode d'ADN pour tenter de trouver l'identité de cette jeune femme. À savoir qu'il y a un film inspiré de cette histoire avec Nicolas Cage qui s'appelle The Frozen Ground. Lisa Marie Manderash, 29 ans, était mariée avec son mari Jimmy. Eux, ils s'étaient déjà connus à l'école, elle avait 10 ans. C'est vraiment une grande histoire d'amour. Maintenant, comme je vous l'ai dit, elle a 29 ans et ils ont une petite fille, Devon. Après s'être mariés en 1992, c'est tout naturellement qu'ils ont déménagé à Limerick, en Pennsylvanie. Alors ça, c'est une banlieue de... A few moments later. C'est une banlieue où il fait bon élever sa petite famille. Il y a un collège, un musée et même un superbe parc. C'est un petit côté désuet, vous savez, comme dans les films de Noël là qu'on voit aux États-Unis, dans les petites villes. Eh bien, cette ville, elle est comme ça. Il y fait bon vivre et en plus, on s'y sent vraiment en sécurité
pour élever sa famille. Lisa, elle travaille comme cariste dans le milieu alimentaire et sur son temps libre, elle est vraiment adorable. Elle fait du bénévolat pour une association. Comme Jimmy, son mari, lui, il travaille également à plein temps. Ils ne se voient pas beaucoup la semaine. Donc, ils adorent tous les deux profiter de leur couple et de leur petite fille pendant les week-ends. C'est week-end à la cool détente. Bon, là, je vous ai dressé le portrait d'un couple heureux qui ont une magnifique petite fille, qui vivent dans une super maison, dans une banlieue géniale, mais on est dans une DPAE, du paradis à l'enfer, et croyez-moi, ça va pas durer. On est le 10 septembre 1995 et il faut savoir que Lisa, dans 3 semaines, c'est son 30e anniversaire. Alors là, Lisa, elle est trop contente, c'est le week-end. Et elle a entendu dire qu'un magasin d'accessoires et de vêtements de bébé vient d'ouvrir. Le magasin s'appelle Your Kids and Mine. Lisa va faire part à Jimmy, son mari, qu'elle a envie de visiter le magasin, de faire du shopping puisqu'elle a un petit bébé. Et lui, il lui répond tout de suite qu'il y a un match à la télé, qu'il a envie de se reposer à la maison et qu'elle a qu'à aller avec la petite visiter le magasin. Lisa s'en va visiter le magasin et à ce moment-là, Jimmy ne se doute pas que quand il dit au revoir à sa femme et à sa fille, il ne les reverra jamais. Les heures avancent et tout d'un coup, Jimmy se dit que c'est bizarre parce que Lisa et sa fille ne reviennent pas. Or, quand Lisa est partie, elle lui a dit qu'elle faisait juste l'aller-retour, qu'elle ne prenait pas de couche pour changer leur fille car ça serait très rapide. Et là, ça fait bien 3 bonnes heures que Lisa est partie et elle n'est pas revenue. Il commence vraiment à s'inquiéter. Du coup, Jimmy, là, il est inquiet. Il va appeler toute la famille. Du côté de Lisa, de son côté, il va leur demander si Lisa leur a téléphoné, si Lisa est passée les voir. Et dans les témoignages, la famille dira même que c'était un peu précipité de s'inquiéter comme ça. Malgré tout, il est important de savoir que Lisa et Jimmy correspondaient énormément, ne pouvaient pas rester 1 heure sans s'appeler. Et c'est pourquoi Jimmy avait été si inquiet. Jimmy va contacter la police et très rapidement, la police va retrouver la voiture de Lisa. C'est une Firebird de 1988 rouge et elle était garée dans le parking où justement Lisa était allée faire du shopping dans le magasin de bébé Your Kids and Mine. Aucun signe d'effraction dans la voiture, aucun signe d'acte criminel ou de tache de sang. La voiture est impeccable, mais par contre, il n'y a ni Lisa ni le bébé. Comme à côté du magasin de bébé qui est maintenant fermé à 7 heures, il y a encore un magasin ouvert, c'est le magasin Acme. Jimmy et toute la famille qui est venue le rejoindre décident de faire des recherches dans le magasin Acme, se disant que peut-être Lisa a voulu aller faire un petit peu de shopping dans le supermarché. Ils y vont tous, ils vont fouiller tous les rayons, aller après aller, chacun à leur tour, aucune trace de Lisa et du bébé. Malheureusement, ce même après-midi, en fin d'après-midi, la police a reçu un appel de randonneurs qui se promenaient dans des allées dans une forêt. Ils avaient retrouvé un bébé dans le fossé. Et là, bizarrement, le papa de Devon n'a pas envie d'aller identifier le corps à la morgue. Cela va paraître très bizarre aux policiers et du coup, c'est son frère qui va aller identifier le bébé, c'est bien Devon. D'un autre côté, certains policiers diront que c'est bizarre qu'il n'y soit pas allé et d'autres policiers et la famille diront que cet homme en une seule journée venait de vivre l'horreur. Son bébé est mort, il ne sait pas où est sa femme alors que c'était un week-end tranquille et qu'il était trop éprouvé pour aller faire l'identification. Bon alors, ni une ni deux, la police elle s'est dit que dans bien des cas, c'est le conjoint qui assassine sa femme ou son mari, du coup... Le Jimmy en garde à vue, ils vont l'interroger. Lui, bien sûr, dit qu'il est innocent, mais eux continuent quand même à lui poser des questions. Pendant ce temps-là, les policiers vont continuer à inspecter les sentiers du parc où ils ont retrouvé le bébé. Ils vont également aller au magasin Acme interroger toutes les personnes qui ont fait du shopping et ils vont réussir à retrouver une personne qui était allée dans le magasin de bébé et qui dit bien avoir vu Lisa et sa fille à 15h30. Bon alors toujours, ni une ni deux, la police elle se dit on va fouiller ce magasin de bébé et là vous n'êtes pas prêts. Ils vont retrouver dans l'arrière-boutique des dizaines de livres olé olé coquin coquin si vous voyez ce que je veux dire.
Ils vont ouvrir l'aspirateur du magasin et retrouver des mèches de cheveux longs et noirs comme ceux appartenant à Lisa, ainsi que des taches de sang et une tache suspecte sur la moquette du magasin. Détail bizarre, il y avait un œilleton dans une des cabines où se changeaient les enfants, ce qui voudrait dire que la personne qui tient le magasin faisait du voyeurisme en regardant ses clients se changer. Alors ça fait trop peur. Bon alors du coup, on va se renseigner sur qui tient le magasin et c'est Caleb Farley, 22 ans, qui est le fils du propriétaire. Ce jour-là, eh bien, il travaillait dans le magasin, mais alors lui, tout de suite, il va dire qu'il a rien à voir dans cette histoire. Et pour une bonne raison, il dira ne pas avoir vu Lisa et son bébé rentrer dans son magasin et faire du shopping. Sauf qu'au commissariat, comme j'aime à le dire, les policiers, c'est pas des lapins de 3 semaines. Ils ont remarqué que la peau de Caleb est bizarre, c'est comme s'il avait mis du fond de teint pour cacher quelque chose. Bon alors là, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit Caleb, c'est un homme hyper soigné qui se met du fond de teint parce qu'il veut avoir une belle peau, ou alors Caleb, là, il a quelque chose à cacher, hein. Du coup, les policiers vont lui tendre un chiffon pour lui demander de retirer son fond de teint. Et là, il va y avoir plein de griffures sur le visage de Caleb. Je vous mets d'ailleurs les photos dans la vidéo. Bon alors lui, le Caleb, il a le cul entre deux chaises, hein. Un coup, il va dire que les griffures, il se les est faites en allant danser le soir. Un coup, il va dire qu'il est allé boire un verre dans un bar et qu'il a voulu sauver un gars d'une bagarre à l'extérieur et que c'est là qu'il s'est fait griffer. Donc déjà, dans ces raisons de griffure, faudrait peut-être se mettre d'accord, le Caleb. Ni une ni deux, les policiers vont vérifier le passé de Caleb qui va se révéler extrêmement inquiétant. Étant plus jeune, il avait déjà été accusé de harcèlement sur 2 jeunes femmes dans la rue. Il leur aurait fait des attouchements et elles auraient porté plainte. De plus, ils vont aller perquisitionner chez lui sa chambre et ils vont retrouver des centaines de magazines coquin, olé, mais alors vraiment hard. Ils vont retrouver des centaines de cassettes vidéo olé, mais pas que. Ils vont retrouver un jeu de rôle Donjons et Dragons, mais des centaines de magazines sur les vampires, des vidéos sur les vampires, des vêtements de vampires en dentelle, des t-shirts avec des effigies de vampires. De là, ils vont interroger ses amis, oui parce que Caleb, il a quand même des amis, et ils vont dire qu'il voue une obsession sur les vampires, qu'il les admire, qu'il voudrait être un vampire, et que parfois même, il s'habille comme eux, il ne parle que de vampires, il adore cet univers le rassure. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ont fait des recherches ADN et malheureusement, sur la moquette du magasin, ils ont retrouvé de la salive appartenant à Devon, le bébé de Lisa et Jamie, et également des fluides corporels de Caleb. Les longues mèches de cheveux noirs retrouvées dans l'aspirateur s'avèrent avoir été arrachées du crâne de Lisa puisqu'il y a même encore les racines sur les cheveux. Mais à ce stade de l'enquête, tout pointe vers Caleb, mais on n'a pas retrouvé le corps de Lisa. Bon, je vais vous parler un petit peu de ce spécimen là, le Caleb, parce que je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus, hein. Donc reprenons sur l'enfance de Caleb. Caleb, quand il avait 15 ans, il s'est passé quelque chose de vraiment très bizarre dans sa famille. Il était seul avec son petit frère à la maison pendant que ses parents travaillaient. Son petit frère a 4 ans et le petit frère se serait tiré accidentellement une balle dans la tête et est mort. Ce qui est bizarre, c'est que ce pistolet appartenait au père de Caleb et du petit frère qui est pharmacien, et ce pistolet est censé être sous la caisse à la pharmacie. On n'a jamais compris comment le pistolet était arrivé là, on n'a jamais su comment le petit frère l'avait pris en main et s'en était servi. A priori, cet incident aurait traumatisé Caleb. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sur le net, personne n'en a parlé. Personnellement, je trouve ça quand même assez bizarre qu'un petit enfant de 4 ans arrive à aller à une pharmacie chercher un pistolet
et puisse malheureusement sauter la vie. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, quand Caleb était adolescent, il était détesté des filles, surtout des filles, car il était considéré comme un obsédé sexuel. Il ne faisait que des blagues de sexe. Certains attouchements, il était oppressant, collant, limite harceleur, et dans son école, il avait vraiment une mauvaise réputation. Des élèves de l'école diront qu'en plus, il était misogyne, hyper méprisant vis-à-vis des femmes qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand il voyait une fille, il faisait des remarques extrêmement déplacées et ne les considérait pas comme un être humain. Comme je vous le disais, ce comportement a dérapé et amplifié en 1992, lorsqu'il a suivi, harcelé et a touché 2 femmes dans la rue qui ont porté plainte au commissariat de police. En plus, Caleb ne s'entendait pas du tout avec sa mère, qui a priori était une femme extrêmement carrée, maniaque du contrôle et qui disait de lui que c'était un idiot, un imbécile, et puis qu'en plus son fils n'arriverait jamais à rien dans la vie, et elle rabâchait tout le temps ça à Caleb. Donc revenons à notre enquête, nous sommes au commissariat de police. Caleb est interrogé. Bon, finalement, comme les policiers, ils ont vu toutes les griffures sur son visage, ils lui disent « Mais dis-nous où est Lisa ?» Et là, Caleb, à un moment, il va se débloquer, il va dire « Bon, ok, je vous dis où est Lisa, où est son corps, mais à ce moment-là, vous me promettez de ne pas subir la peine de mort. » Du coup, les procureurs ont accepté le deal. Au pire, Caleb n'aura pas de peine de mort et il va les emmener dans une zone boisée à côté du magasin. Je vous mettrai la photo. Et là, c'est horrible. Le corps de Lisa gisait dans l'herbe, sur le dos, complètement nue, les jambes écartées d'une façon très suggestive et sexuelle. Elle avait juste sur elle un haut en dentelle comme une brassière noire. Et elle avait tous les cheveux longs et bruns qui recouvraient son visage. Une autopsie va être faite sur Lisa et comme sa fille Devon, elles ont toutes les deux été étranglées. Non mais là, moi, ça me scie la branche sur laquelle j'étais assise. Hein. Je suis horrifiée de cette histoire et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous allez savoir quels étaient les motifs de Caleb pour faire cela. En fait, et c'est la police qui le dira après toutes les preuves, les témoignages et les choses recueillies chez lui, Caleb avait idéalisé son type de femme parfaite. Elle devait avoir la peau blanche, les cheveux longs et noirs comme une héroïne de livre de vampires. Comme Caleb était fasciné par cet univers, quand il aurait vu Lisa dans son magasin, il a carrément flashé. Donc malheureusement, ce dimanche 12 septembre 95, Caleb était au magasin tranquillement. Il voit rentrer Lisa avec sa petite fille dans les bras. Il tourne la tête à gauche à droite, il voit qu'il n'y a aucun client dans le magasin et va fermer la porte d'entrée. Il se retrouve seul avec Lisa et Devon. Là, il est à peu près 15h27. Caleb va se diriger vers Lisa et commencer à la toucher sur le corps. Lisa va le repousser et va s'en suivre une bagarre. C'est là bien sûr que Lisa va griffer le visage de Caleb. Le bébé va tomber par terre et hurler. Ils vont se battre. Malheureusement, Caleb va étrangler Lisa. Il va vouloir commencer à faire des attouchements sur Lisa, mais le bébé hurle et ça le dérange. C'est là qu'il va décider d'éliminer le bébé. Bon alors, faut pas croire, hein, tout ça, le Caleb, ça le perturbe pas du tout, hein, parce qu'une fois Lisa sur le sol et le bébé tué, lui, il va faire ce qu'il a à faire avec Lisa et va avoir des relations intimes avec elle malgré qu'elle soit morte. Puis, il va prendre les 2 corps et les mettre dans le coffre de sa voiture. Dans un premier temps, il va traverser le parc national et il va jeter le corps du bébé Devon. Ensuite, il va emmener le corps de Lisa à nouveau derrière le magasin dans les bois. Il va encore en profiter à sa guise intimement. Et puis là, comme si de rien n'était, il va aller à un concert. Non mais alors moi, je n'en reviens pas. Le gars, après tout ce qu'il a fait, c'est ignoble. Et il va à un concert. C'est un concert du groupe Electric Hellfire Club. C'est des concerts assez violents avec du pogo. Il avait prévu ce concert depuis longtemps et ce n'est pas les faits d'avant, a priori, qui vont arrêter ce monsieur. Hein. Qu'est devenu Caleb? Qu'a-t-il eu comme jugement? Caleb a été inculpé de 2 chefs de meurtre, voies de fait grave, vol et abus de corps. La même année, la police a arrêté le père de Caleb, James Farley.
Vous savez, je vous avais dit, son père, il possédait une pharmacie. Ah bah lui, c'est pas mieux, hein. On comprend pourquoi Caleb, il est comme ça, hein. Le père, il a été arrêté parce qu'il promettait des médicaments à des femmes en échange de rapports intimes. Mais c'est quoi cette famille en fait? En 2012, Caleb a tenté d'annuler sa condamnation. Il a jugé et dit qu'à 22 ans, on était trop jeune pour être responsable de ses faits. Mais les juges et les procureurs, ils ont rien voulu savoir. Sa condamnation est maintenue et il est toujours en prison et sera en prison à vie et on est bien content. À Limerick, en Pennsylvanie, ils ont réussi à amasser la somme de 250 000 € pour construire une aire de jeu en mémoire de Lisa et Devon, car les habitants ont été extrêmement choqués de ce fait, de savoir qu'un jeune homme de 22 ans a voulu jouer au vampire et pour combler sa soif de sang et de fantaisie vampirique qu'il ait été jusqu'au meurtre. Cela a choqué tout le monde, comme je vous l'ai dit, c'était une petite ville tranquille et ils ont donc fabriqué ce monument pour ne jamais oublier. Quant à Jimmy, le père, il s'est fait extrêmement discret après l'enquête et pendant le jugement et il a gardé toute sa vie privée. Pauvre homme, il a perdu sa femme et son enfant à cause d'un homme fantasmé sur ces vampires. Bon alors notez quand même que je ne dis pas que tous les gens qui aiment les vampires vont devenir des tueurs et assassiner leurs voisines, hein. Moi-même je suis fan de films d'horreur. Regardez d'ailleurs mon t-shirt, ça en est la preuve, hein. Je joue même aux jeux vidéo d'horreur, j'adore ça. Mais lui, je pense que déjà, dès le départ, il n'avait pas la lumière à tous les étages. Et que, vous savez, les tueurs n'ont pas besoin d'une raison précise parfois pour assouvir leurs besoins. Voilà mes zigotos, cette histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu parce qu'alors celle-ci encore, elle n'est pas connue. N'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner, de cliquer sur la clochette. Prenez grand soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!